Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans Vous êtes formidables. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos histoires personnelles, nos histoires de famille, celles qu'on va transmettre aux futures générations. Alors, s'il y a des trous dans la vôtre, ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Bonjour Aurore Latari. Bonjour Héloïse. Vous êtes généalogiste et mémorialiste à la Châtre, dans l'Indre. Grande spécialiste finalement de ces puzzles familiaux. Vous nous aidez à assembler. Bonjour André. Bonjour Héloïse, bonjour Aurore et bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà fait votre arbre généalogique ? Non, pas du tout. Non, aucune recherche. Et des ancêtres, est-ce qu'ils l'ont déjà fait ? Je connais mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents, après c'est terminé. Voilà, je ne suis pas allé plus loin, donc je ne suis pas le bon profil. Si, voilà, complètement, parce que vous allez savoir comment on démarre ces recherches et peut-être pas faire les erreurs qu'on fait je suis le profil parfait. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Finalement, quand il y a page blanche, c'est peut-être là que c'est le plus sympa. Il y a tout à découvrir. Exactement. Ouais. On va faire les recherches. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur, de l'intérêt pour la généalogie en France ? Vous le ressentez comment ? Alors l'ampleur, on la voit principalement à travers les affaires judiciaires, la généalogie par ADN, etc. Et puis les gens sont vraiment intéressés parce qu'aujourd'hui on a des moyens beaucoup plus simples pour connaître ses origines, ses racines, et grâce à la numérisation depuis le Covid. Donc en effet, il y a quand même un engouement et on le ressent vraiment. Oui, je lisais qu'au moins un Français sur deux, André, vous n'êtes pas dedans, a déjà fait des recherches sur sa famille. C'était vous alors l'autre, du coup, vous êtes dedans ? Oui, tout à fait. Les stats sont bonnes. Et 10 millions, a priori, de généalogistes amateurs passionnés en France. Chez vous, depuis quand est-ce que cette passion fait partie de votre vie ? Alors, ça fait 40 ans. Ok. Depuis toute petite, parce qu'en fait, mes grands-parents ont fait un gros travail de généalogie sur notre famille, mes grands-parents maternels. Donc, je vais dire que... Bon, bien sûr, quand j'étais plus jeune, je m'y intéressais nettement moins. Et vraiment, où je me suis plongée moi-même à faire les recherches et pas seulement à les partager avec mon grand-père, c'était en 2015, il y a 10 ans. C'est quoi, vous recherchez de plus en plus de générations ou alors plus de précision justement sur les générations ? Alors, il y a bien sûr le nombre de générations, ça c'est, on a toujours envie de remonter encore plus loin. Et puis après, une fois qu'on a atteint, je vais dire, un certain niveau de génération, par exemple, je suis arrivée en 1500 pour la famille Chevalier, et il y a ce plaisir de découvrir les histoires individuelles de certains ancêtres qui vont vraiment, ça va avoir une attirance particulière. Moi, j'ai un postier dans ma famille qui est vraiment la légende de la famille, en fait. Personne ne l'a connu, puisque c'est le trisaïeul. Mais aujourd'hui, je peux écrire tout un bouquin sur sa vie, sans difficulté, tellement j'ai d'informations sur sa vie. Alors, c'est vrai que votre grand-père a fait beaucoup de recherches. Vous me disiez, dès qu'il avait des vacances, c'était pour aller faire ses recherches, retrouver d'autres histoires de membres de sa famille. Résultat, vous avez fait 2 livres avec ce qu'il a, lui, compilé et ce qu'il a compilé de sa femme aussi. Alors, c'est ma grand-mère qui a fait aussi ses mémoires. Elle aussi, elle a fait de son côté. Donc, tous les deux. Vous avez récupéré tout le travail de sa vie, en quelque sorte. Voilà. Et vous avez fabriqué 2 livres à partir de ça. Qu'est-ce que vous avez appris sur eux que vous ignoriez ? Il avait une barbe impeccable. Déjà, en tout cas, c'est vrai qu'on voit sur la photo, il a une barbe parfaite. Oui, ça c'est clair. J'ai appris toute leur vie, en fait. Il faut être honnête, parce qu'on a l'impression, quand on voit ses grands-parents, peut-être même 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, on a l'impression de les connaître, mais on les connaît humainement. Et pour être honnête, en fait, c'est en 2007 que mon grand-père m'a confié ses mémoires et celles de ma grand-mère, parce que son ordinateur avait bugué. Et donc, j'étais la seule à l'époque de ses petits-enfants à s'y connaître un petit peu en informatique, et j'ai récupéré ses mémoires. Et je me suis permis de les lire avant tout le monde, donc en lui demandant bien sûr l'autorisation. Et d'un seul coup, j'ai découvert que mon grand-père était un homme qui avait vécu beaucoup de choses, et qui avait une histoire haletante, en fait, passionnante. Donc déjà, c'était la première étape de la prise de conscience de la richesse qu'une histoire familiale peut avoir. Et puis la famille entière, après, m'a fait confiance à son décès l'an dernier pour reconstituer un petit peu le puzzle et puis pour l'agrémenter aussi, parce qu'il faut l'illustrer. C'est tellement plus parlant quand c'est illustré. Ouais. En tout cas, cette expérience-là vous a convaincu de vous lancer, en tout cas, comme professionnel, en tout cas. Et l'objectif, c'est quoi ? Alors, c'est pas de faire les recherches pour les autres.
vraiment pas. Vous, l'idée, c'est d'accompagner chacun dans sa quête, quelle qu'elle soit. C'est ça ? Voilà, c'est un petit peu mon parcours de professeur des écoles qui ressort aussi. C'est apprendre aux autres à faire par eux-mêmes, quoi. Parce que, en fait, quand on a éprouvé cette sensation tellement agréable de retrouver soi-même les bribes de son passé, de ses racines, on a envie que les autres puissent connaître ça aussi. Donc évidemment, je vais faire aussi des recherches pour les gens qui sont un peu plus pressés, qui ont besoin de choses précises, mais principalement, aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui le souhaitent pour tout simplement débuter leur arbre généalogique, parce qu'on est souvent un petit peu désemparé, par quoi il faut commencer, comment je commence. Et puis, une autre étape, débuter son arbre généalogique sur Internet, parce que ça devient un petit peu incontournable aujourd'hui si on veut pouvoir l'agrémenter sans voyager aux quatre coins du pays. Et puis c'est aussi une façon collaborative d'être moins seul dans ses recherches, de partager ses recherches. Donc les accompagner en premier lieu à ça, parce que c'est ce qui sert de base à toute la mémoire familiale. Et puis après, évidemment, à d'autres choses, d'autres bases pour enrichir cette mémoire familiale et pour la transmettre. Surtout. Et c'est là qu'on parlera dans un petit instant de documents et effectivement de l'importance de préserver les documents qu'on peut avoir dans une famille. Celle qu'on accueille, elle s'est laissée séduire par notre thème du jour, mais je crois qu'elle est déjà très branchée généalogie. Du coup, elle s'est lancée dans d'incroyables recherches et elle vous révèle tout ce qu'elle a trouvé. Voici Alban Achard. Bonjour Alban. Bonjour tout le monde. Et bonjour Alban. Et pour une fois que je fais quelque chose qui sert à l'émission. Mais non, parce qu'à chaque fois, il m'annonce toujours en disant bon, elle va découvrir, elle a pas fait, elle connaît pas. Non, là j'ai fait. Là, je suis pas peu fière. Tant vous dire que. Bon alors Aurore, moi je m'attendais à vous voir un peu comme Colombo avec une pipe, un chapeau, tel un inspecteur. On change, les codes changent. Ah oui, mais on est toujours inspecteur dans ces cas-là. C'est la généalogie, c'est l'inspecteur. Ah bah là, clairement, je l'ai bien compris. Alors moi, la seule chose au début que j'avais commencé à connaître, c'était mon nom de famille, parce qu'il y a plein de sites internet, mais vous en parliez, Héloïse, qui proposent en fait déjà des petites recherches au début, comme par exemple son nom, pour savoir à peu près le nombre de personnes qui l'ont, où est-ce qu'on est situé en France majoritairement. Alors j'ai testé avec vous, Héloïse. Avec mon nom de famille. Exactement, donc Brusa, vous allez comprendre pourquoi. C'est Généanet qui propose ça. Alors déjà, ça nous donne, là c'est vraiment le début du début, ça nous donne quelques petites idées pour les naissances, peu populaires concernant votre nom à vous. Et puis alors, moi j'ai appris qu'il est probable que le nom de Brusa soit de la région centre ou sud-ouest de la France. D'accord. Ça pourrait dériver d'un mot occitan. Et donc ça renvoie une fois de plus vers l'Auvergne, le Languedoc ou la Gascogne. Et alors, pour le côté Brusa, ça pourrait être un dérivé, un lien étymologique avec un lien avec la nature. Donc, par exemple, broussaille, bruissant, bruyère. Donc, à mon avis, vous êtes du sud-ouest, près d'un endroit où il y avait beaucoup de feuilles, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que c'est... Est-ce que vous Ça aimez marche justement ou pas? là-dedans? Non, pas du tout. Ah bah, non, bravo. pas du tout. C'est une mutation rare, bravo. Ça commence nickel. C'est déjà un bon début, Aurore. Oui, non, c'est pas mal déjà. On commence tout doucement. OK. Est-ce que vous avez déjà falsifié des documents? Non, jamais. Et puis si elle l'a fait, pas le moment de Dis le donc, dire. elle est en frontale on comme ça, l'aurait c'est jamais dit de horrible. toute façon. Avez-vous déjà été hors la loi? Est-ce que vous voulez vous confier, Aurore? Voilà. Non, je suis fille d'un commissaire, petite fille d'un commissaire, donc Bon, non, c'est très bien. hors des questions. Parce que je suis tombée sur une affaire, j'ai trouvé ça incroyable. L'affaire Chénet des Beaupré, c'est un énorme scandale dans les années 80. En fait, en gros, il y a des documents d'état civil qui ont été falsifiés pour créer une lignée de nobles. Et donc, ils sont passés par des gens comme vous, qui sont capables de retracer, simplement qu'avec un petit billet, on termine par dire oui, vous êtes bien descendants. Et donc, à des fins, après, perso, ça a fonctionné. Mais je suis rassurée de savoir qu'avec vous, je l'aurais bien tenté, mais bon, si vous n'êtes pas chaud, on est en quête de vérité, oui. quoi. Ah oui, j'entends. Ouais. Alors, il y a plein d'agences de généalogie aussi qui sont là pour les héritages. Moi, dans ma famille, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on nous a contactés, enfin, pas moi, malheureusement, dans cette histoire, mais pour nous dire qu'une vieille tante venait de décéder. Et donc, j'ai recensé pas mal de branches de la généalogie, donc de famille, de succession. Il y a aussi de la généalogie d'histoire. Donc là, le but, c'est d'établir des liens entre des familles, des événements, des histoires historiques majeures, de noblesse, et puis des personnes qui sont là pour nous aider avec la génétique, parce que vous en parliez un petit peu plus tôt. Et c'est là où j'ai tenté l'aventure. J'ai tenté le test ADN il y a quelques années, donc on ne peut pas faire en France. D'accord. Donc j'ai reçu mes échantillons à la maison. Hop, dans la bouche, j'ai envoyé ça et j'ai pu savoir un petit peu potentiellement d'où je venais.
Alors, j'aimerais bien avoir votre avis déjà là-dessus, en tout cas, si vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas. Moi, j'ai appris, donc, française à 39,4%. On me donne quelques petits endroits. Je suis voisine avec vous. Un peu bretonne. Ouais, puis un peu nord-ouest aussi. Ça ratisse large, quand même. Voilà. Ouais. Et puis le côté, voilà, italien, espagnol, anglais, voilà, ça reste un peu dans cette ambiance-là. Est-ce que vous pensez que c'est déjà bien ou pas, ça? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire en France. Donc, les tests ADN à l'étranger... Vous en pensez quoi? Alors, moi, je suis comme vous, je l'ai fait il y a 15 ans. Okay. Dès que c'est sorti, forcément, passionnée de généalogie. La généalogie génétique, on n'en entendait pas encore trop parler à l'époque, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment une invention fabuleuse. Et puis, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment... Pour moi, aujourd'hui, comme le monde entier a accès à ces tests ADN, quelque part... Ça paraît un peu ridicule que notre petit État gaulois résiste à ça. Bon, pour les tests dits récréatifs, alors que on peut avoir accès très facilement à ces tests, que ce soit par Internet ou simplement en passant la frontière. C'est dommage parce que y a beaucoup de gens qui ont soif de connaître leurs origines, bien sûr. Et que ça reste un moyen pertinent de. Donc c'était juste. Vous qui avez fait des recherches, ça matchait avec ce que vous avez eu comme retour d'ADN. Tout à fait. Bon voilà, ça a tenté. Bon, moi ce que je retiens de ça, c'est l'importance surtout de nommer derrière les photos les noms, les dates. Même nous, quand on le fait aujourd'hui, parce que parfois on a tout sur le téléphone et ordinateur, donc. Voilà, pour aider nos futures générations, il faudrait laisser des traces. Merci beaucoup, Alban. Je voulais qu'on parle, vous avez parlé de plein de types de généalogistes différents. Vous êtes aussi mémorialiste. Ça veut dire quoi être généalogiste et mémorialiste? Alors, en fait, c'est simplement s'aider de la généalogie de base, faire son arbre, pour conserver la mémoire familiale. D'accord. La conserver, donc la préserver, et la transmettre, évidemment, parce que c'est le but. J'ai travaillé précédemment dans ma première carrière pour une grande association humanitaire. On récupérait donc des dons, et dans ces dons, il y avait des sacs entiers de photographies, par exemple. Et alors, quelle tristesse à chaque fois. On ne pouvait rien en faire, ça partait à la benne, des vieilles photos qui dataient du 19e, 20e siècle. Et je me disais, mais comment les familles ont pu laisser partir tout ça? Et déjà, à l'époque, j'avais 25-30 ans, j'étais vraiment attristée de voir ça. Et aujourd'hui, ce que je propose dans l'atelier, c'est vraiment de préserver cette mémoire familiale. Il y a des documents, donc particulièrement les photographies, du XXe siècle qui n'étaient pas numérisées, qui n'étaient pas des photographies numériques. Les diapositives, les négatifs, tout ça, j'ai compilé au fil des années tout le matériel nécessaire pour numériser, pour qu'on puisse le partager avec l'intégralité de la famille. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai de la chance parce qu'aussi ma famille, mes oncles et ma maman m'ont fait entièrement confiance. Ils m'ont confié tous les documents familiaux. J'ai pu scanner, chercher qui était qui sur les photos aussi, parce que du coup, avec l'arbre généalogique, on arrive à repérer, on voit bien, et puis les mémoires, on voit bien que cette photo, c'est à tel instant de leur vie. Et donc, on sait qu'il y a telle et telle personne dessus. Et c'est un jeu vraiment d'enquête. Vraiment un puzzle. Oui, enquêtrice. Un puzzle, on met des visages sur des noms et tout prend vie, tout prend forme en quelque sorte sous nos yeux. Il y en a un qui n'a pas du tout fait étudier son ADN, mais à mon avis, s'il regardait un petit peu, il a du quiz dans ses gènes. C'est André, c'est le moment de ses défis. Ça, c'est sûr, parce qu'on est vraiment tous joueurs. Ça, par contre, dans la famille, c'est vraiment je sais que vous êtes des fans de jeux. Alors, Aura, on fait de la généalogie avec monsieur, madame, tout le monde. Vous. Oui. Eh bien, arrêtez, tout simplement. Comment ça? Occupez-vous des stars, des gens connus, des people. Parce qu'on adore les people, on vit que pour ça, évidemment, le matin, donc vous êtes formidables. Bon, en tout cas, ce matin, nous allons jouer avec votre expertise, justement. Et vous devrez me dire si oui ou non, les propositions que je vous fais ont un lien de parenté. Et si oui, essayez de me dire quel lien ils ont. Tout simplement. Entre deux personnes? Oui, entre deux personnes. Voilà, pas facile. Mais bon, alors, première question pour être facile dans le thème, entre Louis XIV et Louis XV. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux ou pas? Bah oui.
Bah oui, complètement. Oui, complètement, une bonne réponse. Mais est-ce que vous avez l'un descend de l'autre. Vous avez leur relation ou pas? Ah non, moi je suis nulle pour ça aussi. Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Ils ont vécu ensemble 5 ans. Petit-fils. Arrière-grand-père, ils ont vécu ensemble 5 ans. Tout de même, connaître son arrière-grand-père, d'ailleurs à l'époque, c'était pas monnaie courante, donc chapeau à eux. Oui, c'est vrai. Deuxième. L'espérance de vie était tellement faible. Complètement. Le deuxième entre Louis XV, toujours, et Louis de Finesse. Est-ce qu'il y a un lien généalogique entre les deux? Mais c'est hyper dur, on peut pas savoir. C'est un peu du pif. Oui ou non, donc vous direz que non. J'en ai aucune idée. Vous n'avez pas fait de recherche sur Louis de Finesse? J'ai pas fait de recherche. Non, pas du tout. Par contre, la famille de Finesse, justement, on a regardé, elle vient d'Andalousie, de Cordoue, en Espagne précisément. Ses parents sont venus en France dans les années 1900. Son père, lui, s'appelait Carlos Luis et sa mère, Léonore, et aucun lien avec Louis XV, notre grand Louis de Finesse. Allez, un autre lien entre Beyoncé et le roi Charles III d'Angleterre. Est-ce qu'ils ont un lien familial? Mais ça, on l'avait entendu, ça, non? Possible. Moi, je crois qu'il y a un lien, ou je ne sais pas si c'était une fausse info. En tout cas, le nez... Le nez, c'est parlant, hein. C'est le nez qui colle. Et bien oui, en effet, c'est une bonne réponse. C'est vrai. Et alors ça, c'est un petit peu un jeu énorme qu'ont les stars. Une montagne de célébrités en fait se trouve des ancêtres communs avec la famille royale d'Angleterre. Beyoncé et Henri II d'Angleterre sont le lien commun. C'est 26 générations derrière. Il y en a tout plein d'autres. Il y a Brad Pitt, Angelina Jolie, Hugh Grant qui ont des liens avec la famille d'Angleterre. Est-ce qu'avec beaucoup de recherches, vous pourriez nous trouver des liens avec la famille royale d'Angleterre? Ça serait cool. Royal d'Angleterre, je sais pas, mais il paraît que statistiquement, on descend tous de Charlemagne. Ah, on l'a tous, voilà. Donc, je suis un petit-fils. J'ai déjà entendu ça. Ça, c'est vrai. Quatrième entre Louis XIV, on y revient, et la chanteuse Taylor Swift. Non. Non. Là, c'est improbable. Alors, la réponse est oui. Pour ça, c'est une étude très sérieuse d'un magazine, MyHeritage. En fait, c'est une connexion qui date du XIVe siècle avec l'aristocratie anglaise, où au XVIIe siècle, les ancêtres de la chanteuse auraient migré aux États-Unis. Et là, le magazine a vraiment poussé le bouchon encore plus loin parce qu'il trouve des points communs carrément entre les deux. Genre, ils ont tous les deux le sens du show, que le roi Soleil aimait chanter et jouer de la guitare, que Taylor Swift utilise de nombreuses fois les mots Sun et King, roi et soleil dans ses chansons. Bref, on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. Le cinquième entre Victor Wembanyama et Alexandre le Grand. Est-ce qu'il y a des liens en commun? C'est drôle. Ça serait trop beau. Oui, c'est drôle. Mais... C'est drôle? Non, malheureusement, non. Jeu de mots avec notre génie du basket. Alexandre le Grand est mort le 11 juin 323 avant Jésus-Christ. Impossible de remonter aussi loin pour vous. Non, je pense pas. Donc là, vraiment, c'est il y a pas beaucoup possible. trop longtemps. Et puis enfin, on va parler un petit peu local entre Jean-Jacques Goldman et Alban. Est-ce que j'ai réussi à trouver des liens entre les deux? Énormément de chance si c'est le cas. Ouais, je ferais beaucoup de... Vous pouvez me dire oui, s'il vous plaît? Ça va faire plaisir, mais non. On a dit, c'est la vérité, la généalogie. Non, il n'y a même pas une chanson dédiée, rien, même pas un mot, même pas une attention. En revanche, j'ai demandé à l'IA, l'intelligence artificielle, de vous faire un descendant commun. Voilà le résultat. Donc, comme quoi, des fois, c'est peut-être mieux comme ça, justement. C'est complètement affreux. J'ai demandé ça, j'ai fait waouh, d'habitude, c'est réussi. Là, c'est complètement horrible. C'est vraiment que ça ne matche pas tout. Heureusement que vous n'avez pas de lien en commun avec Jean-Jacques Goldman. Super, je suis rassurée. Merci beaucoup, André. Pour mieux connaître ses ancêtres, il y a une solution qu'on n'a pas encore évoquée, et c'est d'entrer en contact avec eux. Alors, c'est la spécialité d'une autre berrichonne que vous connaissez peut-être, une certaine Patricia Daré. Et c'est Camille qui est allée la rencontrer du côté de chez George Sand, justement. Commencez par les bruits bizarres, là. Les cris à moitié oiseau, à moitié humain, là. Je viens à peine d'arriver. Bon, Patricia Daré est quelqu'un que l'on peut dire de très très connecté. Non pas qu'elle ait un Wi-Fi ultra puissant, ni que ce soit une grande star des réseaux sociaux, mais elle est bien connectée avec l'au-delà. Ouais, l'au-delà, l'endroit au-delà, c'est flippant, quoi. Et elle m'a donné rendez-vous ici, à la Mare au Diable, au bois de Chanteloube, en plein cœur du Berry. Le Berry, berceau de la sorcellerie. Je suis vraiment content qu'on soit le matin. Et d'ailleurs, vous êtes loin, les gars, là. Les gars, je sais pas si c'était une bonne idée, cette affaire. Bonjour, Camini. Ok, ça commence fort.
Patricia, comment ça va? Mais très bien. Alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici à la mare au... Je te laisse finir le mot. Au diable. Oui, du bois de Chanteloup. Ouais. Ben parce qu'on est au cœur du Berry sorcier, ici. Un endroit habité par le diable. Et le Berry sans le diable ne serait pas le Berry. On va commencer par le début. Parce que toi, Patricia, il t'est arrivé une expérience de communication avec les esprits. Aux alentours de la quarantaine, il m'est arrivé une expérience effectivement assez inquiétante. Ça s'est arrivé une nuit, brutalement, où j'ai entendu une voix qui me dit « Lève-toi, écris ». Donc j'ai peur, je me lève, je prends un papier, un crayon et j'écris. Et elle écrit quoi, cette marque? Eh bien, elle écrit « Maintenant, tu es, alors pas connecté, mais genre relié à une nouvelle dimension. Tu vas voir et entendre des personnes et des choses que tu n'entendais pas auparavant. Tu devras juste en parler à ceux que cela concerne. » Alors, mais pourquoi il y a une croix? Il y a... La croix a répondu toute seule. Hein. Oui. Je sais pas si vous avez entendu le... C'est un cri du pivert maudit. Donc la croix est là depuis le 19e siècle, en fait, parce qu'on dit qu'un enfant aurait été aspiré par le diable et serait mort noyé. Voilà. Et c'est parti de là, la malédiction de la mare. Lorsqu'elle est remplie, il ne faut surtout pas aller se baigner, on n'en ressort pas. Ah ouais. Et les esprits, il y a une différence entre les fantômes et les esprits. Moi, j'ai toujours cru que c'était la même chose. Mais non, le fantôme, lui, il est maudit. L'esprit, lui, c'est l'esprit de celui qui est parti et qui revient te faire coucou. Mais alors, les esprits sont positifs. Ouais, les esprits sont positifs, mais il y a aussi des esprits méchants. Ou alors les esprits méchants sont des fantômes. C'est ça la question. Souvent, ce sont des fantômes, les esprits méchants. Ah, souvent. Voilà. On va parler aussi un peu du berrichon. Je suis une fana de patois. Le patois berrichon. Actuellement, là, dans le Bois-Chaud-Sud, on a encore des zones où on parle très, très berrichon. Hein, on dit « Ah, ce matin, mon gars, et voilà. Ah, je démarrer la journée aujourd'hui, je te dis chubnaise. Chubnaise. Ah, chubnaise. J'aime bien la chubnaise. Et c'est, alors quand on parle berrichon, il faut pas trop articuler. On va comme ça. Ah, chubnaise. Ah, chubnaise. Mon cheval, il a hackney. Il a hackney. Hackney. Alors, tu voulais me montrer aussi quelque chose là-bas? Oui, je vais te montrer la croix. Alors, cette croix, c'est un calvaire typique que l'on trouve un petit peu partout en France, mais surtout beaucoup en Berry. C'est la croix où l'on vient ou faire une prière avant de partir à la mare au diable, ou alors quand on revient de la mare au diable, on fait une prière pour dire « Ouf, je suis sauf, je ne suis pas tombé dans le trou ». Bah écoute, merci Patricia pour ce cours de sorcellerie et de berrichon. Et puis comme disait George Sand, le Berry n'attire pas, mais il retient. Le Berry n'attire pas, mais il retient. Bon allez les gars, on est go. Je suis retenu là. Patricia! Au revoir Camini. Le Berry nous retient, je pense que ça c'est un truc que vous pourrez dire vous. Oui, tout à fait. Vous aussi. Et d'ailleurs vous connaissez très bien Patricia Derek, c'est votre voisine. C'était ma voisine à la chaîne. Incroyable, incroyable. Qui sont les gens qui font des recherches aujourd'hui? Qui sont nos généalogistes amateurs? On a souvent tendance à penser que ce sont nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui... Alors, c'est vrai que ce sont souvent les gens qui ont le plus de temps, donc des retraités. Ça, majoritairement, on ne va pas le nier. Mais aujourd'hui, je pense que la moyenne d'âge a quand même bien diminué parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont mon âge, la cinquantaine, la quarantaine, la cinquantaine, qui viennent me voir pour apprendre à faire de la généalogie, justement. Est-ce qu'il y a toujours des résultats ou alors des fois, on ne trouve pas de documents et on est bloqué? Oh, c'est rare quand même. Aujourd'hui, c'est vraiment rare parce qu'on fait partie des générations, je vais dire, depuis l'instauration du livret de famille, que je dise pas de bêtises, 1892, je crois, jusqu'à aujourd'hui, on a quand même de quoi retracer facilement. Après, avant justement cette période-là, c'est plus compliqué, c'est vrai. Là, il va falloir mettre en œuvre un petit peu plus de choses pour avoir des traces. Mais par contre, pour débuter la généalogie, c'est jamais compliqué. Les premiers documents, c'est jamais compliqué. C'est quoi la première erreur à ne pas faire? Celle là où on se plante tous à chaque fois? Croire que notre mémoire est infaillible et quand on est sûr et certain que telle date, c'est telle date, eh ben non. Il faut avoir l'acte sous les yeux. Ouais. Et souvent, je prends l'exemple de mon grand-père, donc plus de 40 ans de recherche en généalogie, etc. Et la seule et unique chose qu'il avait écrit de mémoire dans son arbre, c'était la date de décès de son père et de sa mère, à lui. Parce que, évidemment, on n'imagine pas oublier la date de décès de ses parents. Eh bien, pas manqué. La seule chose que j'ai corrigée il y a à peine quelques mois, parce que je venais de m'en apercevoir, c'est que
l'arrière-grand-mère est morte le 1er novembre et l'arrière-grand-père le 4 novembre, et pas inversement, comme il l'a écrit pendant 40 ans dans ses arbres. Incroyable. Notre mémoire est notre pire ennemi en généalogie. Il faut des certificats sous les yeux. Il faut des documents. Et alors, je me rappelle de rien, moi je ne sais même pas où j'ai posé mes clés, donc je serais un très bon généalogiste alors. Oui, c'est mieux, c'est mieux des fois. Est-ce que ça coûte cher Ça peut coûter cher. Ouais. Alors la généalogie en elle-même, si c'est juste récupérer les actes de naissance, de baptême, de décès, etc., non, ça coûte pas cher en soi. Mais aujourd'hui, si on veut, entre guillemets, vraiment préserver l'ensemble de l'histoire familiale, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, numériser les vieilles photos, etc. Je me permets juste de dire que vous numérisez aussi des très vieux documents que vous aidez à faire retranscrire aussi pour relire et pour s'assurer que voilà, on a bien aussi décrypté ce qui existait à l'époque. Tout à fait. Mais donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, investissement en matériel de numérisation qui soit de qualité, parce que, pareil, quand on fait des recherches sur des photographies, il faut vraiment qu'on ait un maximum de précision. Sur les documents d'archives du 18e, pour les lire, il vaut mieux que ce soit très bien numérisé pour pouvoir, après, les transcrire. Donc, c'est pareil, dans la transcription, aujourd'hui, on a un outil formidable qui devient un véritable levier, c'est quand même l'intelligence artificielle. D'accord. Qui n'est pas du tout infaillible, donc on a toujours besoin de repasser derrière, mais par contre qui nous mâche le travail en grande partie. Et tous ces outils là dont vous parlez, ce sont des outils que vous êtes équipés pour vous, et vous les mettez aujourd'hui à disposition des gens dans votre atelier. Merci infiniment d'être venu nous parler de tout ça. Ça mériterait une deuxième émission largement. Demain, du coup, on vous revoit, Aurore, demain matin. Allez, on continue. On vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée sur France 3.